Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parlons Vrai en collaboration avec Caribe comme studio que vous connaissez déjà. Le fameux studio, le fameux local. Vous avez vu la déco? C'est de la qualité. D'ailleurs, vous pouvez réserver vos créneaux pour pouvoir tourner vos podcasts ou faire vos vidéos, etc. Le lien est en description. Donc on vous attend, d'accord? Bienvenue à la nouvelle invitée qu'on reçoit aujourd'hui qui s'appelle Sarah. Je vais te laisser te présenter. Hello, Sarah Salbo, 45 ans, bodybuilder professionnel et très contente d'être là ce matin. Je suis vraiment heureuse de t'avoir ce matin parce que tu sais, comme je te disais juste avant qu'on commence, c'est un hasard qui a fait que... Parce que je t'ai déjà aperçu sur les réseaux, hein, je vais pas Ok. mentir. Mais c'est un hasard qui a fait que je t'ai contacté parce qu'en fait, c'est quelqu'un qu'on a en commun, que tu connais très bien. Absolument. Laurence, pour ne pas citer son prénom. Si les autres, si vous connaissez déjà, un petit peu de pub pour elle parce qu'elle le mérite. Avec qui j'étais en train de discuter et qui a commencé à me raconter l'histoire de quelqu'un. Et elle m'a dit, Aurélie, il faut absolument que tu l'apprennes sur ton podcast parce que cette meuf, c'est une meuf super inspirante qui a vécu des choses très compliquées. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser un petit peu raconter ton histoire. Déjà, ton enfance, comment tu vis ton enfance? Comment se passe ton enfance? Est-ce que tu as une belle enfance? J'ai eu une enfance un peu torturée, on va dire ça comme ça. Je suis né en Guadeloupe, je suis guadeloupéenne, ma mère elle est italienne sarde. Donc, Madame est italienne. oui, c'est ça. Donc ils se sont rencontrés dans l'est de la France parce que mon père justement était venu à Metz pour faire une formation de menuisier. Mhm. Ils se sont rencontrés, mes parents ont eu des difficultés à être ensemble parce que ma grand-mère était un petit peu... Ah, voilà, elle aimait pas les blancs. elle aimait pas trop cette destination, on va dire ça comme Ah, ça. ok. Donc ils se sont mariés un peu de façon forcée parce que ma grand-mère n'acceptait plus ma mère dans Mhm. ces circonstances. Et ils sont venus ici où je suis né. Mon papa a fait son homme, on va dire ça comme ça, enfin les travers de l'homme, et il n'a pas été forcément correct avec ma maman. Elle est revenue Ah, dans l'est de la France, et donc j'ai grandi moi avec un papa qui était absent. ok. Un papa qui était absent et des origines que je connaissais pas du tout. Donc j'ai D'accord. vraiment baigné dans l'environnement italien sarde, la Mhm. culture, mais je ne connaissais pas du tout le côté caribéen. Mhm, mhm, Donc je me suis développé avec beaucoup de questionnements, mhm. beaucoup de questionnements, jusqu'à ce qu'un jour mon père accepte à l'âge de 17 ans de me faire venir en Guadeloupe. Donc c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Donc j'ai découvert mon père à l'âge de 17 ans pour la première fois et j'ai découvert la culture antillaise pour la première fois également. Donc ça a été un petit peu... J'étais vraiment très torturé. J'ai été dans un environnement où il faisait froid, je me sentais seul. Et à l'âge de 16 ans, j'ai eu une petite difficulté avec mon voisin de palier. C'était le père de ma meilleure amie. Mhm. J'attendais ma maman, enfin mes parents... ma mère qui s'était remariée après l'école et ils Mhm. n'étaient pas encore arrivés, ils étaient partis faire des courses. Mhm. Et mon voisin a dû me voir dans l'œilleton en train d'attendre sur l'escalier. Et il m'a proposé de rentrer. Tu en as Et quel âge, tu m'as dit? j'avais 16 ans. 16 ans. Oui, Ok. il m'a proposé de rentrer. Et donc, quand je suis arrivé dans sa cuisine où il m'a proposé d'aller, il a commencé à me faire des attouchements sexuels. Et j'ai eu du mal à en parler tout de suite. Attends, quand tu me dis attouchement sexuel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il t'a fait? Est-ce que tu es prête à en parler un petit Oui, il peu n'y a pas de ou... souci, il n'y a pas de souci. Mhm. Il a commencé à m'asseoir. Enfin, il d'abord m'a proposé de m'asseoir sur la chaise, Mhm. une chaise en face de lui. Après, il m'a servi un verre de jus d'orange. Mhm. Et ensuite, il m'a pris avec son bras, il a pris mon poignet et il m'a fait venir s'asseoir sur ses genoux à lui. Et il m'a dit, oui, tu sais, ça fait un petit moment que je te regarde, tu sais que tu me plais beaucoup, tu es une jolie jeune fille. Il a commencé à passer sa main sous mon t-shirt. Donc il a commencé à caresser ma poitrine et a commencé à m'embrasser dans le cou, à descendre sa main un peu plus bas. Mhm. Et j'étais forcément très inconfortable, je ne comprenais Mhm. pas la Mhm. situation vraiment. Je ne définissais pas ce qui se passait jusqu'à ce que je puisse quand même... j'ai entendu un bruit à l'extérieur et j'ai dit c'est ma maman qui est là, Mhm. je vais y Mhm. aller. Et donc je suis parti comme ça. Et ma chambre correspondait au salon Mhm. de son appartement. Et donc le soir même, très tard, vers 22h, 23h, donc j'avais rien dit à personne, je l'entendais toquer sur le mur parce qu'il voulait que je puisse communiquer avec lui. Pour qu'il puisse finir ce qu'il avait commencé, quoi. Voilà.
Et donc, j'ai passé ma nuit comme ça dans la peur. Et le lendemain, quand je suis allé à l'école, j'étais dans une école catholique privée. J'allais vraiment pas bien du tout et la sœur qui était responsable de l'établissement a contacté ma maman parce que je lui avais donné les informations qu'il fallait et ma maman quand elle est arrivée elle m'a dit mais pourquoi t'as été chez lui. Je t'avais dit qu'il était bizarre. Donc en fait je me suis senti Ouais, coupable ouais, ouais. d'avoir été, d'être allé là-bas et on a quand même fait la démarche d'aller donc chez les policiers à l'hôtel Mhm. de police de Metz. Et quand je suis arrivé devant la porte avec mes deux parents, ma mère a expliqué la situation et le policier s'est retourné vers moi et il s'est penché vers moi. Il a dit écoute, j'espère que tu dis la vérité parce que si c'est pas le cas, il y aura une procédure contre toi et tu ne reverras plus jamais tes parents. Attends. J'ai fait waouh, ça a été très très violent. Je me suis dit mais c'est fou, comment on peut ne pas me croire, comment je pourrais inventer ça. Et tout ça pour dire que ce sont mes parents qui ont, enfin ma mère et mon beau-père qui ont Mhm. supporté toute la procédure parce que j'étais mineur. Mhm. Et quand la décision de justice a été Rendu. donnée, Mhm. rendue, Mhm. il a eu du sursis parce que ce voisin, c'était un ancien policier qui était à la retraite. Donc je pense qu'il a eu les faveurs aussi Oh. du tribunal. Et tout ça pour dire qu'il n'y a pas eu de procédure d'éloignement ni quoi que ce soit. Il est resté mon voisin. Donc il a forcément, enfin sa femme et son autre fille qui était encore avec lui ont été informés. Et à chaque fois que je passais dans les escaliers, qu'on se croisait ou que j'étais en bas et qu'il était à l'étage, il m'insultait et il me crachait dessus. Alors, pour revenir, parce que je trouve ça très grave, mais en plus, tu me dis qu'il a une fille, il avait une fille de quel âge? Il avait une fille de 18 ans à l'époque Mais ça qui veut était dire déjà que, partie. mais ça veut dire que sûrement il a dû toucher sa fille aussi. Voilà, c'est pour Parce que ça. bien souvent, C'est ça. je suis désolée, mais quand un homme fait ce genre de choses, c'est qu'il soit il C'est a ça. déjà fait, soit c'est en train de se passer dans le foyer. Et du Exactement. coup, m- pourquoi t'as pas parlé de ça tout de suite à ta maman? Parce que tu te doutais qu'elle allait pas te croire ou... Ben, tu sais jamais comment les autres vont Mm, réagir parce que mm, mm, en plus, la personne qui est en face de toi, souvent, parce que ça m'est arrivé après, j'en parlerai, mais la personne qui est en face de toi, l'homme qui est en face de toi, fait en sorte de te dire d'en parler à c'est personne. vrai. Mm, Quand je suis mm, parti, il a dit oui, mais n'en parle à mm, personne. mm, 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 Je dis, mais si je dois en parler à personne, c'est que c'est grave, mm, c'est mm, que mm, ce qui se passe, c'est pas naturel. mm, mm, mm. Donc, donc voilà, et puis je connaissais ma maman, je me suis dit, mais elle va dire que j'avais rien à faire ici. Je vois, il y a toute cette culpabilité là et qui a été confirmée après parce qu'elle m'a dit, oui, qu'est-ce que tu Mm, faisais là? mm, Et effectivement, comme tu viens de le dire, sa fille, sa plus grande, j'ai eu à la recontacter après pour lui mm. dire, écoute, voilà ce qui s'est passé, mais vraiment des années après, hein, voilà ce qui s'est passé avec ton papa. Elle m'a dit, bah, écoute, ce qu'il t'a fait, il me l'a fait aussi. C'est pour ça que je suis partie très tôt de chez moi. Mais quoi qu'on en dise, ça reste mon papa et je l'aime, tu vois. Eh ben, elle est forte. Elle Ouais. est forte, hein, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui auraient voulu se venger. Mm. Mais du coup, quand ça t'est arrivé, comment tu t'es senti? C'est-à-dire par la suite, bon, il y a eu la procédure. Pendant ce temps, toi, tu te sens comment dans ton... Enfin, tu vois ce que je veux te dire dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu arrives à passer au-dessus de ça pour poursuivre ton cheminement? Ben, je sens que quelque chose s'est cassé en moi. Mm, Et donc, je me renferme de plus en plus. mhm, Surtout que j'avais déjà des questions identitaires sur mm, mes origines, mm, sur mon papa, il n'est pas là. Je me suis dit, si mon vrai papa, il avait été là, peut-être qu'il m'aurait protégé. Peut-être que j'aurais été plus forte mm, à l'intérieur de moi. J'aurais su dire les choses, j'aurais su dire non. mm. Donc voilà, jusqu'à mes 18 ans, jusqu'au deuxième drama de ma vie, ça a été ça vraiment. Je me suis renfermé sur moi. Je me suis créé un monde intérieur dans lequel ben, je me sentais en Mm, sécurité mm. et j'étais pas spécialement effectivement en relation avec les autres personnes autour de moi. Ouais, à l'école, je faisais ce qu'il fallait, mais après, j'ai commencé à décrocher au fur et à mesure. Ça a été progressif. Mais du coup, on est d'accord qu'à ce moment-là, enfin, comment tu te sentais vis-à-vis des garçons? Est-ce que tu avais du mal du coup à les approcher ou la relation était un petit peu conflictuelle quand un homme t'approchait, tu vois? Alors, je me suis posé la question parce que, en fait, je suis attiré par les deux sexes, moi, depuis très très Mhm, jeune. mhm. Et je me suis demandé si ça venait de De ça. cet événement. Mhm, Mais je me rappelle que quand j'étais au collège, j'étais attiré par ma meilleure amie, qui l'a mhm, jamais su. mhm, Bon, elle a su des années plus tard. Mais je vois pas de lien entre les mhm, deux. mhm, Après, c'est vrai que quand
j'ai eu des relations avec des garçons, j'ai pas eu spécialement de problématiques. C'est après que ça a été plus compliqué. C'est-à-dire après. Quand j'ai eu 18 ans, parce que c'est pas terminé malheureusement, quand j'ai eu 18 ans, c'est le frère de mon beau-père qui m'a violé. Il y a eu pénétration. C'était le jour je crois que c'était la communion de son fils ou de son neveu, je sais plus. Et en fait, l'événement se passait dans un appartement qui était pas très loin de l'appartement de mon oncle qui abusait de moi. Et il manquait des petites cuillères, donc il m'a demandé de le suivre pour pouvoir aller récupérer des petites cuillères. Et c'est quelqu'un qui avait déjà eu une approche un peu particulière avec moi Ouais. quand j'étais jeune. Mhm. Donc je le craignais un petit peu, mais Mhm. j'ai dit à ma mère que j'avais pas trop envie de le suivre. Elle m'a dit mais vas-y, c'est juste à côté, nanana. Donc je suis parti avec lui. Effectivement, quand on est arrivé chez lui, on n'est pas passé par la casse-cuisine, on a été directement dans la chambre. Donc il m'a amené dans la chambre, il m'a poussé sur le lit, il a fait ses affaires. Et là, ça a été vraiment difficile parce que je me suis dit, là, c'est ma famille, quoi. C'est ma famille, c'est mon oncle, c'est pas mon sang, mais c'est vraiment mon environnement proche. J'ai dit, là, je me suis vraiment plus du tout senti en sécurité, c'était Mhm. terminé. Et ça crée vraiment une faille en moi et ça crée vraiment ma confiance en moi a vraiment commencé à s'effriter, Mhm. mais fortement. Mais quand ça se passe, tu retournes dans l'événement? J'y retourne, ouais. Mais je suis complètement bloqué, c'est comme si j'étais en mode Mais pilote automatique. automatique. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, tu n'étais pas en capacité d'en parler autour de toi, d'expliquer ce qui vient de se passer. Non, Et non, non. j'imagine que tu te confrontes encore à sa présence parce qu'il est là. Il est encore là après Il est ce qu'il encore t'a là. fait. Il est encore là, ouais. Et est-ce que depuis, tu as pu lui parler de ça? Non, non, et j'en ai pas parlé du tout jusqu'à l'âge de mes 23 ans. Même ma mère ne savait pas, personne ne savait. Et c'est quand il m'est arrivé encore quelque chose un peu plus tard que j'en ai parlé, j'ai tout dit à ma maman. Mhm. Et elle m'a expliqué qu'il avait. Lui, c'est un gros dossier. Il a eu des attouchements sur ses propres enfants. Sur ses propres enfants. Donc, elle savait déjà en amont que son frère, si j'ai bien compris, c'est son frère. C'est le frère de mon beau-père, de Donc, son mari. le frère de son mari avait déjà touché ses enfants. Non, on l'a Elle su a su après. par la suite. Oui, on l'a Oui, su mais elle après. sentait quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je Non, je pense. pense pas. Sinon, elle Tu m'aurait penses qu'elle... pas. Non? Non, 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 non. Ok. Et Elle est- du coup, par la suite, tu vas dans l'événement, ça se passe, tu passes à autre chose, si je comprends bien. J'enfouis. Je pense que j'enfouis les choses et je rentre encore un peu plus dans moi-même. Mm. Et puis voilà, la vie continue. Après, à partir de ce moment, je me suis vraiment plus du tout senti en sécurité dans cette ville. Mm, Et mon seul objectif, c'était de partir, quoi. mm, Donc j'ai vraiment travaillé à partir de cette ville et puis à recommencer autre chose. mm, Donc ça a été le cas. J'ai pu rencontrer quelqu'un qui travaillait là où je faisais les ménages. Parce que quand j'étais jeune, je faisais des ménages pour mhm. arrondir, enfin pour Ou pour te gagner un peu débrouiller. d'argent, voilà. Mhm. Et donc j'ai rencontré cette personne, on a sympathisé, on a commencé une relation. Mm, C'est une relation qui a duré 6 ans. C'était un Martiniquais qui était passé par Metz pour faire ses études, donc un mhm, Martiniquais du froid. mm, Et donc nous avons pris la décision de partir vivre sur Paris. mhm. Et donc j'ai tout fait pour pouvoir partir très rapidement de Metz. Et ça a été très difficile avec ma maman parce qu'elle comprenait pas que je voulais partir. Mm. Mais ça a été une libération incroyable pour moi. Donc parce qu'avec toutes ces difficultés, ma maman m'a beaucoup surprotégé, j'imagine, qu'on peut dire ça comme ça. Donc elle m'empêchait beaucoup de sortir. Donc j'avais pas forcément d'amis, je sortais pas beaucoup. Donc j'étais beaucoup chez moi et c'était un peu compliqué. Donc ce départ sur Paris, c'était une libération pour moi et j'en ai profité vraiment. Je suis sorti, je commençais mon BTS, mais je sortais beaucoup. J'ai commencé à faire de la promotion artistique, j'ai rencontré du monde et ça se passait vraiment Quand tu très dis bien. promotion artistique, c'est quoi exactement? Ben, je faisais partie déjà, j'ai commencé par faire partie d'un groupe de fans. Donc je faisais la promotion d'un groupe de hard rock qui s'appelait Garbage à l'époque. Ah, Donc je ok. l'ai rencontré, on faisait des interviews d'eux. Et après, petit à petit, je suis entré dans quelque chose d'un peu plus grand. On faisait de la promotion de tous les artistes. Mhm. Donc je contactais les maisons de disques pour voir des CD, pour avoir des places de Ah, concert, mhm, pour faire des chroniques, pour rencontrer les artistes. mhm. J'ai rencontré un groupe qui s'appelait Linkin Park à l'époque, enfin, qui est toujours connu et qui venait juste de commencer sa carrière. Donc j'ai eu l'occasion de les voir au tout début de leur carrière.
Et donc ça se passait très bien. J'avais eu mon BTS, je travaillais pour une agence de communication électronique. Donc voilà, tout allait bien. Je chantais aussi, j'étais dans un groupe, donc tout allait bien. Madame est Et multicasque, tout là. je m'éclatais. Mm. Et jusqu'à mes 23 ans, donc j'étais en colocation dans un appartement dans le 19e. Et il y avait un kebab qui était dans un coin, dans 2-3 mètres de chez moi. Et je sortais justement d'une répétition de musique, il était à peu près minuit, minuit et demi, et Mhm. il n'y avait que ça qui était ouvert dans le quartier, donc j'y suis allé. C'était peut-être la troisième ou quatrième fois que j'allais dans ce kebab, donc je connaissais le Mm. serveur, mais voilà, c'était pas mon ami, quoi. Mm. Et donc, vu qu'il était tard, il n'y avait plus beaucoup de monde, j'ai pris mon grec, j'ai mangé sur place, comme ça je faisais pas de bruit quand j'allais Ok. rentrer chez moi. Et il a commencé à me parler, à m'offrir un thé. Donc je suis oh là là, trop sympa le mec. Bref. J'étais assez crédule à l'époque. Mm. Et donc on a commencé à discuter. Il me dit oui, tu sais, moi je viens d'Algérie, je connais pas beaucoup de monde ici, j'ai pas de femme et tout, je me sens seul le soir. Je dis bah Le écoute, soir. le soir, ouais. Je dis bah écoute, moi je suis là si tu veux. Demain je commence à 14h. Si tu veux, moi je peux rester un petit peu avec toi, on discute. Et il m'a dit ah bah tiens, j'ai des tissus dans ma voiture à déposer dans un atelier de confection à Bagnolet. Est-ce que tu peux me suivre? Est-ce que tu peux m'aider? Comme ça après, ben, je te dépose. Mm. Je dis ben oui, il y a pas de souci. Je bosse pas tôt demain. Donc on arrive à l'atelier de confection à Bagnolet, j'avais ma guitare dans sa voiture et donc on rentre dans l'atelier de confection et donc on dépose les tissus qu'il avait mis sur un diable et après il me conduit dans une pièce où il y a un lit. Je suis oh, C'est un petit peu. C'est pas ce qui était prévu là. c'était pas prévu dans le plan là, Non, non, c'était pas dans non. la DA. Et donc on arrive dedans et là il me pousse violemment contre le lit, enfin sur le lit et ma tête ricoche sur le mur. Et là j'avais alors une robe longue, je sais plus à quel, je crois que c'était en mois de décembre ou janvier, je sais plus. J'avais une robe col roulé comme ça, noire, très très longue jusqu'en bas, avec des petites sneakers et j'avais un espèce de collant, double collant barésie en dessous. Donc on voyait vraiment aucune partie de mon corps, quoi. C'est pas pour dire que j'étais habillé, voilà. Mais même, ça Même, n'aurait ça, ça pas ne, ça ne, justifié. ça n'exclut rien et Mm, ça mm, ne veut rien dire. mm. Et donc il me pousse sur ce lit, il arrache mes collants et là il m'écarte mes cuisses de force et il me pénètre. Donc ça a été vraiment très très violent. Ça a été très très violent. J'ai beaucoup pleuré. Et là il m'arrive un truc qui a été très très étrange pour moi, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression que mon âme sortait de mon corps et j'ai vu Dissociation. dissociation. Voilà, j'ai vu la scène de très haut, de loin, et j'ai tout vu. Donc ça a duré, genre je peux pas dire combien de temps ça a duré. Et quand et c'est revenu aussi fort comme ça. Et quand mon âme est revenue, j'ai eu l'impression qu'elle était revenue, mais qu'elle était revenue brisée quoi, en morceaux. Et je sais pas combien de temps ça a duré. Pour moi, ça a duré des heures. Ça a duré des heures. Il était sur moi des heures, des heures, des heures. À un moment, quand il a éjaculé, je lui ai dit je vais aux toilettes. Et il m'a dit va. Mais pour lui, tu étais consentante ou parce que comme Alors, tu vu m'as dit, comment vous j'ai. Non, échangez. là, j'ai crié, j'ai pleuré Parce vraiment que je là. comprends pas. Il te dit va comme si c'est une discussion, enfin, je sais Non, pas. mais genre, vas-y, fais tes affaires, quoi. Moi, je suis soulagé, fais tes affaires, quoi. C'était plus dans ce sens-là. Et en fait, quand je suis allé aux toilettes, je suis allé à la porte d'entrée pour voir si je pouvais partir. Mm. Parce que je me suis dit, putain, ma guitare est dans la voiture, mais c'est pas grave, il faut que je parte. Et en fait, je me suis rendu compte que la porte était fermée à clé, qu'il n'y avait pas la clé sur le truc. Donc j'étais enfermé, quoi. Donc je me suis dit, waouh, je me suis dit, bon, je crois que si je. Vu comment il était violent, je me suis dit que si je me débattais quoi que ce soit, ça allait être encore pire pour moi. Mm. Donc je suis revenu tranquillement et je dis bon, on peut rentrer et tout. Il faudrait que je rentre quand même parce que bon, je travaille quand même demain. Et au final, il n'avait pas terminé avec moi, quoi. Il n'a pas terminé avec moi, donc ça a recommencé. Ça a été encore plus violent. Et Attends, comment ça alors, au même endroit, il te au même repousse endroit. et il te. Il m'a fait me mettre debout cette fois-ci. Et en fait, il essayait de passer par l'anus parce qu'il voulait me sodomiser. Et j'ai essayé de me débattre comme je pouvais parce que j'avais déjà mal alors que ça n'avait même pas commencé. Donc il a vu que j'y arrivais pas, enfin qu'il n'arriverait pas. Donc il a repassé par le Devant. vagin. Et donc il a continué, j'étais debout et il me serrait comme ça et en même temps il me pénétrait. Et donc je sais pas encore combien de temps ça a duré.
Et après, quand il a éjaculé, il a commencé à dire c'est bon, je te ramène, je te ramène. Et donc, je me suis dit, bon, de toute façon, je suis là, j'ai subi tout ça, je suis pas à quelques minutes près, je vais rentrer dans la voiture avec lui, comme ça, je peux récupérer ma voiture. Ta guitare. De quoi? Tu vois, Ma guitare, merci. mm. Et quand on est retourné devant le kebab, je voulais partir, mais j'étais à bout de force, quoi. J'étais à bout de force et je lui dis bon bah c'est bon, je m'en vais, je pars, ben, bonne soirée. Il me dit non non, tu restes avec moi, tu restes avec moi. Comment Je dis ça? mais j'y vais, non mais tu restes avec moi, viens avec moi. Et je fais bon, mais je dis mais non mais tiens, prends une boisson là, tu rentres avec moi dans le kebab et après je te ramène devant chez toi. Je dis ouais mais je veux pas qu'il sache où j'habite et Mais oui. tout. Et donc je suis rentré avec lui dans le kebab et en fait quand je suis arrivé dans le kebab, j'ai vu qu'il y avait un couteau sur la droite. Et je fais quoi? Je prends le couteau, je prends pas le couteau. Est-ce que j'ai envie de me retrouver en prison? Je suis non, Sarah, fais pas ça et tout. Enfin, il y a tellement de choses qui sont passées dans ma tête que c'était un peu compliqué. Mais je l'ai suivi et là, encore une fois, il a essayé de rentrer à nouveau. J'ai fait là, il faut vraiment que j'y aille, quoi. Donc après, je suis reparti. Et il m'a dit, je te raccompagne. Et mon prof de chant, justement, il habitait pas très loin de chez moi. Mhm. Donc je l'ai fait me raccompagner devant chez Mhm. mon prof de Mhm. chant pour qu'il ne voit pas où j'habite. Mhm. J'avais le code de l'immeuble, donc je suis rentré et puis j'ai attendu qu'il parte. Donc je me suis retrouvé là, dans l'immeuble, en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai dit, putain, comment je vais faire pour rentrer chez moi? Comment je vais faire pour travailler demain? C'était très compliqué, donc j'ai essayé de reprendre un peu de force et je suis rentré chez moi. Et la première chose que j'ai fait, ben, c'est de mettre la guitare dans ma chambre et je suis parti dans la douche. Et je sais pas combien de temps je suis rentré dans la douche, je suis resté dans la douche. J'ai tellement pleuré, je me sentais tellement sale, tellement dégueulasse. Et j'ai entendu mon colocataire qui se levait. Donc je suis repassé dans ma chambre parce que je voulais pas le voir. Et je suis resté dans ma chambre, je sais pas, j'ai dû rentrer chez moi, il était 7h du matin, quelque chose comme ça, 7h, 8h du matin. Et je suis resté dans ma chambre jusqu'à l'heure de travailler. Donc je suis parti vers 13h de chez moi. Et quand je suis arrivé au travail, j'étais tellement pas bien. Et je suis descendu, parce qu'à l'époque je fumais des cigarettes, je suis descendu fumer une cigarette. Et j'ai une collègue qui m'a dit, mais toi ça va pas, qu'est-ce qui se passe? T'es sur les nerfs et tout. Et je commence à pleurer, je dis, ouais, ce qui m'est arrivé. En plus j'avais des bleus partout, elle me dit, qu'est-ce que c'est et tout. Je dis, voilà ce qui s'est passé et tout, je sais pas quoi faire et tout, j'ai peur, j'ai mal partout, T'as été ça me porté plainte après? brûlait. Bah, c'est elle qui m'a emmené. Elle m'a emmené, elle me dit non, faut que tu portes plainte, c'est pas Mais oui. possible. Je dis mais j'ai peur, putain, ça m'est arrivé quand j'avais 16 ans, c'est pas moi qui subis le procès, mais c'est quand j'ai vu ce que ça a donné, j'ai peur et je veux pas porter plainte et tout. Et ça prend du temps, les gens comprennent pas, hein. Tu sais, des fois j'ai l'impression que les gens pensent que ça amuse les victimes de ne pas porter plainte, mais les gens se rendent pas compte que la Ah, procédure c'est te long. traumatise encore C'est plus exactement ça, c'est ce qui m'est arrivé. que le viol en C'est fait. exactement ça. Ah, il faut des coronesses hein, pour porter plainte, hein. Mais au final, moi, je suis content de l'avoir fait. Mais c'est vrai que ça a été. Ben, en fait, la descente aux enfers, ça a été à partir du moment où j'ai porté plainte. Et la seule raison pour laquelle j'ai porté plainte, c'est parce que cette personne ne s'était pas protégée. Et quand je suis arrivé à l'hôtel Dieu à Paris, on m'a dit écoutez, il ne s'est pas protégé. Oui. Vous avez Faut- potentiellement le VIH-Sida. Si vous ne portez pas plainte, je ne peux pas vous donner la trithérapie préventive. Il va Ah bon? falloir que vous la payiez. Ah ça je savais pas. Ouais. Donc si je Fallait porte payer. plainte, je ne paye pas. Si je porte pas plainte, je dois la payer. Et j'ai trouvé ça tellement injuste que la Mais personne me oui. mette en danger et que c'est à moi que ce soit à moi de payer, que j'ai accepté finalement de porter plainte. Mhm. Donc j'ai porté plainte, j'ai pu la voir. Pareil, la trithérapie, mais elle m'a défoncé. C'était pendant 10 jours, je crois. J'avais tellement mal au ventre tout le temps, ça me brûlait. J'avais envie de vomir tout le temps. C'est vraiment très très violent comme, euh, comme thérapie. Et quand j'ai porté plainte, ben, c'est là que ça commençait à être difficile parce qu'il y a le rendez-vous chez l'avocate, il y avait, ben, il fallait toujours raconter son histoire, décortiquer, on te juge, il faut aller voir le psychologue, le psychiatre, il y a des confrontations, donc tu revois la personne qui t'a fait ça aussi. Là. Et en plus, pendant que le procès avait lieu, les démarches avaient lieu, ben, mon avocate m'a dit, ben, vous savez, il est marié, il a 3 enfants C'est pas en vrai. Algérie, donc si, c'est quelqu'un qui avait une famille, quoi. Et la personne m'a menti en me faisant croire qu'il était tout seul et que c'était un pauvre malheureux. Et tout ça, ça m'a tellement affecté que ben, j'ai perdu mon travail, j'ai quitté mon travail et je me suis retrouvé ben, dans la rue. Pendant plus d'1 an, je me suis retrouvé dans la rue
parce que je m'étais complètement désociabilisé. J'ai commencé à prendre de la drogue. Je fumais de l'herbe beaucoup, je buvais beaucoup d'alcool. J'ai commencé à prendre de la cocaïne aussi. Et je me suis retrouvé pendant un an à errer dans les rues de Paris parce que j'étais plus que l'ombre de moi-même. Et jusqu'au jour où je me suis retrouvé dans une situation où je n'arrivais plus à subvenir à mes besoins. J'avais un appartement à l'époque parce que j'avais eu le temps de déménager entre-temps. J'avais des problèmes pour payer mon électricité, j'avais même plus de quoi manger. Donc c'est une assistante sociale qui m'a mis en relation avec les Restos du Cœur. Donc je me suis retrouvé à devoir demander à manger dans une association pour pouvoir rester debout et en vie. Bon, on est d'accord que tu n'étais plus dans la colocation à ce Non, moment-là. j'étais parti entre-temps. Tu étais J'avais un parti, studio à tu avais un Paris. studio Ouais, que tu n'arrivais plus du coup à que payer. j'arrivais plus à payer. Ok. Et quand ça s'est passé, je me suis dit, non, Sarah, il faut que tu arrives à retrouver du travail parce que les factures ne vont pas se payer comme ça. Et je me suis retrouvé à regarder les annonces sur enfin, c'était pas le Bon Coin, enfin, un truc comme ça à l'époque. Et je me suis retrouvé à répondre à une annonce où je cherchais des serveuses. Et donc, je suis allé à Pigalle. Donc, finalement, c'était un bar à filles. Au début, je me suis demandé ce que je foutais là, mais il fallait que je paye mes factures. Quand tu dis un bar à filles, c'est-à-dire Un bar de ouais, prostitution. pour ceux qui ne connaissent pas. C'était un bar de prostitution. Mhm. Donc, je me suis retrouvé dans ce bar-là. Donc, on me demandait rien au début, hein. En fait, il y a une espèce de formation qui doit être faite au début pour pouvoir apprendre comment parler aux clients, quels sont les tarifs et tout ça. Donc, au début, quand tu commences, tu es derrière le bar, tout simplement. Mhm. Donc, tu es vraiment serveuse. Tu sers Tu les sers. boissons. Enfin, Voilà, tu sers les Mhm. boissons, et puis tu as d'autres femmes, tu as des entraîneurs à l'extérieur qui font rentrer les clients, et puis après, les choses se font. Donc j'ai commencé comme ça, à servir des verres, à apprendre comment on charmait les gens. Et finalement, je me suis dit, c'est bizarre à dire, mais je me suis retrouvé dans un cadre où la séduction, elle était encadrée. Donc j'avais limite pas peur d'être dans un mode séduction parce que je savais qu'il ne pouvait rien m'arriver. C'est-à-dire qu'il y avait quand même quelqu'un qui disait vous avez le droit d'aller jusqu'à telle chose. C'est-à-dire C'est ça, vous ne pouvez pas la toucher, vous pouvez c'est juste exactement lui ça. parler, peut-être lui faire des compliments, mais sans C'est plus. exactement C'était ça. vraiment contrôlé en fait. C'est exactement Ok. ça. Mhm. Et c'est bizarre ce que je veux dire, mais j'ai découvert la relation à l'homme dans ce cadre-là. C'est-à-dire. J'ai découvert comment on séduisait un homme dans ce Mm, cadre-là. mm, 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 mm. J'ai découvert ma féminité dans ce cadre-là. J'ai découvert que je pouvais séduire dans ce cadre-là. Mm. Sans que Et l'homme n'aille trop loin. sans que l'homme n'aille trop Qui loin. te laisse C'est ça. justement, toi, draguer. Pas draguer entre guillemets, mais tu vois ce que je veux te dire. C'est-à-dire toi-même te laisse t'exprimer en fait. Te Exactement. laisser sans forcément qu'il y ait de relations sexuelles en fait. Exactement. Mais c'est pas sain, c'est pas comme ça que les Mm, choses mm, doivent se mm, passer, mm. tu vois. Et donc ça, cette période de ma vie, je vais pas aller plus loin dedans parce que c'est quelque chose qui m'a fallu des années Mm. pour tordre ça. Mais tout ça pour dire que quand je suis sorti de là, quand le procès a eu lieu, j'étais complètement perdu. Je ne savais plus qui j'étais. En plus, dans ce milieu-là, je me faisais surnommer Axel. J'étais plus du tout Sarah Aude. J'étais devenu un produit de séduction pour des hommes qui avaient Des pervers quoi. voilà, des Voilà. vices à accomplir. Donc, autant dire que pour retrouver ma confiance en moi dans tout ce bordel, ça a été C'est chaud, quoi. compliqué. Donc, la chance que j'ai eue, c'est que je suis tombé dans le sport. Mhm. Je suis tombé dans le sport, je suis tombé sur un bodybuilder professionnel à l'époque dans une salle de sport qui m'a fait rêver parce que Mhm. il incarnait la force, ce que je n'avais pas. Mhm. Et à travers ce sport-là, à travers la boxe taille aussi que j'ai pu faire pendant un petit moment, parce que j'ai vécu 3 ans avec une femme, parce qu'effectivement, quand je suis sorti de cette période-là, je n'arrivais plus à être en contact physique ou intime avec Mhm. un homme. Mhm. Je suis tombé sur une femme avec qui j'ai vécu pendant 3 ans, avec qui on a fait de la boxe taille. Je suis parti en Thaïlande, justement avec l'argent du procès, parce que le procès a eu lieu et bon, j'ai pas eu grand-chose, j'ai eu 5 000 € de dommages-intérêts. Mais justement, sans te couper, hein, Mm. est-ce que tu peux, si tu te sens en Mhm. capacité, pour ceux qui ont peut-être vécu la même chose que toi, qui ont peur de porter plainte, qui ont peur d'aller jusque-là, expliquer un petit peu comment ça s'est passé, pour aussi leur permettre de se dire que, ok, il s'est passé ça,
mais il faut que la personne soit jugée, soit condamnée pour ce Mhm. qu'elle a fait. Il faut Mhm. que j'aille jusqu'au bout, en Mhm. fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, le procès? Alors, le procès en lui-même, il a été extrêmement difficile parce que du coup, alors moi, j'ai une avocate commise d'office Mhm. qui m'a conseillé Commise de Vicente Coupé, c'est donc qui était gratuite, qui a été, voilà, que je n'ai voilà, pas eu que à c'est rémunérer. l'État qui paye l'avocat. Donc quand on n'a pas les moyens d'avoir un avocat, l'État nous propose un avocat. Oui, ou alors elle peut aussi se rémunérer sur les dommages intérêts Voilà. qui vont être proposés. Mhm. Donc elle m'a, pour avoir une chance que ça se passe bien, que ça aille jusqu'au bout, elle m'a proposé de baisser en qualification en fait ce qui m'était arrivé. Donc en fait, la personne a été jugée pour agression sexuelle et non pas pour viol. Parce qu'un viol en fait ça passe qu'on appelle ça. C'est pas la même voie. Ce sont des jurés qui jugent. C'est des juridictions différentes. C'est-à-dire que là, c'était du pénal Voilà, ou... c'est ça. Voilà, c'était du Ça aurait pénal. été du pénal et là, ça n'a pas été du pénal. Mhm. Donc, ce ne sont pas des jurés qui ont jugé cette affaire. Mhm. Ça a été un- pas un magistrat, Un mais juge. un juge et puis les avocats et puis c'est tout. Donc, elle m'a dit, bon, pour les affaires de viol, c'est assez compliqué. Donc, je vous conseille de passer par là. Au moins, on a une chance d'aller jusqu'au bout. Donc, moi, tout ce que je voulais, c'était que ça se Mm, termine. mm, Donc, j'ai mm. dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc effectivement, il a quand même été jugé coupable. Je crois qu'il a eu 2 ou 3 ans ferme Ah, seulement. ferme, ok. Il a eu du ferme quand même et après ça a été du sursis. Mhm. Et donc 5 000 € de dommages et intérêts. Et donc ce qui a été très difficile pour moi le jour du jugement, c'est que en fait il était représenté par une avocate femme et que bon, elle a fait son travail, il n'y a pas de souci, mais Ouais, l'avocate femme a commencé à me dire oui, mais bon, ce jour-là vous n'étiez pas en jupe, il me semble, en robe, c'est que vous cherchiez peut-être quelque part, non? Donc de voir une femme me dire ce genre de choses alors que les juges ont vu en fait tout cheminement, ils ont vu que que j'avais perdu mon travail, que j'ai quitté mon travail, ils ont vu que je me suis retrouvé dans la rue, donc c'est pas que cet incident n'a pas eu d'incident sur moi justement, c'est que ça a complètement niqué ma vie. Donc de voir une femme qui se dit ça, d'essayer de trouver la petite bête pour pouvoir justement ben, minimiser son minimiser, acte. voilà, pour que son client, parce que Mm, ça reste son mm, client, mm, mm. ne puisse pas avoir trop d'impact sur la sentence, ça m'a vraiment fait mal. Qu'une femme puisse me juger comme ça m'a vraiment fait mal. Mais tout ça pour dire que ben ça s'est fait. En combien de temps à peu près Bon, je sais que Ça a duré ça 3 dépend ans, des hein, je pense, hein. situations, mais ça a duré combien de temps la procédure à peu près? Je pense que ça a duré un bon 3 ans. Ouais. C'est pour ça que je pense que les victimes ne veulent pas aller jusque-là. Ça prend trop de temps. C'est Et je dur, hein. pense que la loi devrait faire quelque chose pour qu'on puisse justement raccourcir cette période-là parce que c'est, comme on le disait tout à l'heure, pour moi, je pense que c'est pire. Je ne peux pas dire que c'est pire que l'acte, mais c'est tout aussi douloureux, C'est très quoi. douloureux parce que pendant ces 3 ans-là, tu ne peux pas passer à autre chose. Hmm. Tu ressasses, tu ressasses, tu ressasses et il y a toujours quelque chose qui te fait revenir à cette situation, Et ils te quoi. font répéter C'est l'histoire. exactement Vous ça. avez bien dit que ça s'est passé comme C'est ça. Est-ce que exactement vous êtes ça. pour essayer de te faire changer de C'est ça, discours pour exactement. justement minimiser ou te faire comprendre au juge que ben, elle ment parce Mm. qu'elle-même elle est pas ce qu'elle dit, elle est pas sûre de ce qu'elle dit. Ah, Donc du exactement. coup 3 ans. Par la suite tu as gagné J'ai gagné et puis j'ai 5 pu 000 tourner euros, là. c'est ça? Ouais. Et 2 ou 3 ans de prison pour lui. 3 ans ferme. Est-ce que tu l'as revu par la suite ce Je monsieur? l'ai vu au loin sur un marché à Paris. Ouais. Et tu n'as jamais voulu lui parler pour, je sais pas, ou juste pour lui dire, enfin, parce que je sais que des fois, peut-être que les gens vont pas comprendre ce que je dis, mais je sais que des fois, il y a des victimes qui ont ce besoin Mhm, de voir leur bourreau et de mhm, leur parler, pour, tu mhm. sais, pour essayer de reprendre en force, en fait, tu vois, Oui. d'avoir cette position, de Mhm, pas avoir cette position de faiblesse, entre mhm. guillemets, mais justement de prendre l'ascendant sur l'agresseur. Bah, je pense qu'au moment où je l'ai vu, j'étais pas suffisamment entre guillemets Hum, forte hum, pour pouvoir le faire. hum, Et après, si je l'aurais, en fait, ce qui se passe, c'est que bon, je me suis beaucoup appuyé sur ma foi aussi hum, hum. au-delà du sport et vraiment par mes prières, par mes, par mes réflexions, moi je sais qu'aujourd'hui je lui ai vraiment pardonné. Je lui ai vraiment Tu es pardonné. forte, hein? C'est lui qui donne tout, hein, c'est pas moi, hein. Mais c'est pour ça que, bon, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une difficulté avec une personne que je connais à peine, Hum. qui est accusée de viol ou de violence. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que
même si c'est vrai, je lui pardonne. Enfin, en fait, il a fait du mal à une personne qui est devenue une pote Mhm. et qui s'est plaint de lui, qui m'a parlé de lui, qui m'a dit écoute, voilà ce qu'il m'a fait. Moi, j'ai vu des choses de loin, mais j'ai pas assisté vraiment aux choses. Je lui ai dit écoute ma belle, lui, je le connais dans un contexte un peu professionnel et il a quand même été là pour moi à une période donnée. Même s'il t'a fait ça, et je pense qu'il te l'a fait parce que vu comment tu souffres et je sais reconnaître ça, je lui pardonne parce que c'est comme ça que je suis. Je dis, des fois, il y a des personnes, ils ont tellement des travers. En fait, j'ai vu tellement de pervers que des fois, l'homme ou même la femme, parce qu'il y a des femmes qui sont pervers aussi, c'est presque pathologique qu'ils ne se rendent pas compte en fait du Ils mal sont qu'ils ont. malades. Parce que c'est une distorsion de leur Mm, mm, réalité. mm, mm. Donc, tu ne peux rien faire contre ça. Donc, mis à part pardonner pour que toi-même tu sois en paix, il n'y a rien d'autre à faire. En fait, si j'ai bien compris, ton ami t'en voulait de le fréquenter, enfin de le fréquenter, même si c'est professionnel, hein, parce qu'il lui avait fait ça par rapport à ce qu'il lui avait fait. C'est pas qu'elle m'en voulait, c'est qu'on m'a reproché sur les réseaux. Ah, On m'a reproché sur les réseaux de le soutenir lui. hmm. Mais je dis en fait, c'est pas que je le soutiens, c'est que je le connais pas comme ça. Et en plus de ça, même si moi il l'avait fait à moi, je l'aurais pardonné. Parce que c'est comme ça que je suis. Je suis maintenant que justice soit faite. Hmm. Et ce que je souhaite maintenant, c'est aux personnes qui ont été victimes de lui, aux femmes qui ont été leurs victimes, de prendre le temps pour se reconstruire parce que malheureusement, il n'y a que ça à faire. Hmm. Il n'y a que ça à faire. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que je cesse d'ouvrir la parole et de m'exprimer. C'est pas, moi, ça me fait pas plaisir de me foutre à poil comme ça devant tout le monde, mais c'est juste de dire que il faut ni en vouloir aux hommes de façon générale, parce que j'aime pas voir ce qui se passe en ce moment, c'est que les femmes s'insurgent contre les hommes. On aime les hommes, on a besoin d'eux, enfin il y a un équilibre. Donc je veux qu'on arrête de s'insurger contre les hommes, je veux qu'on arrête d'incriminer tout le monde, et je veux qu'on arrête aussi de se voiler la face. Ce sont des choses qui existent, mais il ne faut pas que ça continue d'être une habitude. Donc c'est chouette, à l'instar de ce qui se passe, c'est chouette que les personnes s'expriment maintenant. Il faut qu'on continue à s'exprimer. Il faut des personnes comme toi et comme ton technicien qui se cache Non, là-bas, mon mais qui suit ton collaborateur vocal. collaborateur, technicien collaborateur, multicasquette, de permettre à des personnes de s'exprimer. Et c'est vraiment tout ce joyeux mélange qui va permettre de changer les circonstances. Alors, je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé, parce que j'apprends ce que tu me dis, mais j'essaie aussi de me mettre à la place de ton ami. Moi, je Mhm. suis, comme je te dis, je n'étais pas au courant, mais je suis pas, je ne me mets dans aucun camp, mais je pense que il faut aussi peut-être entendre, peut-être, hein, que si c'est elle qui a vécu justement cette agression, enfin, c'est ce qu'elle t'a dit, Mhm. qu'elle puisse ne pas peut-être comprendre le fait que toi tu lui pardonnes alors que c'est elle qui a vécu l'agression. Je sais pas Ah si mais tu je le vois ce que je te dis, comprends, hein. je le Et je comprends. En pense que plus, c'est elle est ça plus qui jeune fait, que moi, voilà, donc c'est peut-être ce qui fait que, ben, je sais pas ce qui s'est passé par la suite avec mhm. elle, si vous vous côtoyez toujours, c'est Non mais peut-être ce qui je la fait, soutiens, hein. voilà, peut-être que c'est ce qui fait aussi qu'elle elle comprend pas trop peut-être ton positionnement, sachant aussi peut-être elle sait déjà ce que tu as vécu. Mhm. Tu vois, il y a Non des non mais gens elle, aussi elle le comprend. qui ont pas justement cette, comment dirais-je, Mais c'est toi pas, tu... c'est pas elle qui ne le comprend pas, Hum, hein. hum, Ce hum. sont les gens qui, Ah, qui ok. voient la situation de loin. Comme Hum. souvent, les gens qui voient la situation de loin, ils se font des avis sur les choses. Hum. Mais moi, je connais mon rapport à elle. Hum, hum. Je la guide autant que je peux dans cette Hum, situation. hum. Je la laisse pas tomber, justement. Parce que ben, qu'il soit en cause ou pas, Il faut que euh, tu la soutiennes. voilà, mais enfin lui, je lui souhaite le meilleur et elle, je la laisserai pas tomber parce que je sais à quel point c'est douloureux. Parce qu'elle me dit oui, j'ai l'impression qu'il est tout le temps derrière moi, j'ai l'impression qu'il va envoyer quelqu'un pour me faire du mal. Ce sont des choses que j'ai vécues. C'est terrible en fait de vivre dans l'angoisse comme ça. Mm. C'est terrible vraiment. Donc je ne peux pas ne pas être sensible à ça. Mm, mm, C'est mm, mm, impossible. mm, Mais ce que je dis encore une fois, c'est que je dis autant je suis là pour toi, mais autant je ne dirai que la vérité. mm, 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 Si je suis amené à témoigner, je ne dirai que la vérité. Je dirai quels sont ses bons et ses mauvais côtés, et je dirai comment elle, je la vois maintenant, comment je mm, l'ai vue dans ces derniers mois par rapport à ce qui se passe. mm, mm, Parce que, c'est oui, c'est terrible. mm, mm. C'est terrible. Je ne comprends pas qu'on puisse minimiser des violences sexuelles sur quelqu'un, quoi que ce soit homme ou femme. Surtout que c'est tellement compliqué de parler.
c'est Et les compliqué. Hein. victimes, c'est ce que moi j'ai souvent comme retour quand les gens prennent le temps de m'expliquer leur vécu, c'est que ils ont peur que ce soit le policier, que ce soit le juge, que ce soit leur avocate ou Exactement, l'avocat de la partie c'est adverse ça. de l'agresseur, ben, qu'on minimise ce qu'ils ont vécu, qu'on accuse les victimes d'avoir cherché, parce que souvent c'est le terme qui revient. C'est Tu as ça, cherché c'est ça. parce que tu as été habillé, tu avais une jupe, parce que tu sors à 22 heures, parce Mm. que moi, je tiens à prendre un temps pour dire, aucune victime n'a cherché quoi que ce soit en fait. C'est ça, peut-être que les gens vont penser que je prends parti parce que je suis une femme, mais j'estime que euh, aucune violence n'est justifiable. Je veux Absolument. dire, aucun viol n'est justifiable. D'accord? C'est très important de le dire. Et mesdames, je sais que c'est pas facile, mais il faut libérer la parole. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut libérer la parole parce que plus on va parler, plus on va mettre ces gens-là devant les tribunaux, plus ces gens-là vont se rendre compte qu'ils ne sont pas protégés en fait. Mm. Voilà. Donc, je te laisse Et après, on poursuivre. parle de violences physiques, on met aussi les violences mentales, les violences psychologiques. Psychologique. C'est très très Mm, courant, mm, mm. beaucoup plus qu'on le pense. Et encore une fois, on parle beaucoup des femmes, mais les Les hommes hommes aussi hein, aussi, c'est vrai. sont victimes. Donc C'est vrai. c'est vraiment, encore une fois, tout est une question de love et de bienveillance. Je peux comprendre, hein, en fait, c'est très spécial ce que je vais dire, mais quand je suis passé bodybuilder professionnel, bon, j'ai eu à faire un choix pour ma carrière. Et pour atteindre le niveau pro américain, russe, brésilien, j'ai pris des hormones. J'ai pris Ok. des hormones pendant un petit moment. Mhm. Et en prenant des hormones, la libido, elle est plus accentuée. Mhm, mhm. Et il y a des espèces de pulsions qui peuvent subvenir des fois. Donc, on va dire que pendant un petit moment, j'ai vécu la vie d'un homme. Vraiment, Ok. j'ai eu cette, T'avais envie tout le temps. j'avais envie tout le temps, j'avais besoin vraiment d'avoir des rapports et tout ça. Donc, à un moment, je me suis confronté à ça et je me suis dit, putain, mais c'est vrai que ça peut être chaud des fois pour un homme d'avoir à gérer ça parce que Mhm. c'est pas tous les hommes qui sont en relation, c'est pas tous les hommes qui sont avec une femme qui ont des besoins qui sont aussi souvent aussi fréquents que les leurs. Et tout ça pour dire que il y a vraiment une spécificité à être un homme comme il y a une spécificité à être une femme. Mhm. Donc, je sais pas comment dire ces choses-là, mais j'ai pas envie de faire la promotion de la prostitution, quoi que ce soit. Mais c'est tout ça pour dire que c'est pas une raison pour être un animal, mais Mhm. il y a des professionnels pour ce genre de choses. Quand l'homme est vraiment confronté à des difficultés à gérer Mhm. ses hormones, il y a aussi l'activité sportive, le Mhm. sport qui aide aussi à canaliser. Mais pour tous les hommes qui ont conscience de ces difficultés, je parle pas de ceux qui ont des difficultés avec À se rendre compte. à se rendre compte. Mhm, Parce que ça, mhm, encore une fois, c'est peut-être limite du pathologique. mhm. Mais pour tous ces hommes-là, c'est juste de s'organiser pour ne pas briser la vie de quelqu'un, juste pour pouvoir passer C'est ça. cette C'est frustration-là. ça. Mais ça existe, c'est Mhm, réel, mhm, quoi. mhm. Il y a des hommes qui souffrent vraiment. C'est pas évident de trouver un équilibre dans tout ça, mais je pense qu'il y a des solutions. C'est pas possible de laisser comment dire ça de laisser voilà, de normaliser Normaliser ce ou genre de de jeter en comportement. pâture des filles Mhm, mhm, mhm. qui vont souffrir toute leur vie pour ça C'est quoi. ça. Tout à l'heure, tu m'as parlé du fait que tu as été à la rue. Mm. J'aurais aimé savoir combien de temps tu es resté à peu près Ça dure à peu près un an, un an. maximum un an et demi. Et est-ce que tu as subi des sévices durant ce laps de temps? Parce que je sais que beaucoup de femmes expliquent que quand elles sont à la rue, ben, malheureusement, ben, Elle se elles sont donne. livrées à Mm. elles-mêmes et ben, il y a des agressions qui ont Mhm. lieu. Enfin, comment ça s'est passé? Ça a été très compliqué. Encore une fois, il y a des choses que je peux pas dire parce que Non, non, c'est sens-toi vraiment, libre. Ce que tu ouais, peux, ce que c'était tu vraiment veux. très très complexe. Mais Mm. j'ai vécu des vrais sévices physiques Ok. à ce moment-là et je me suis aussi retrouvé à devoir me donner tranquillement et facilement pour pouvoir passer une nuit chez quelqu'un. Donc des fois j'allais dans une discothèque pour pouvoir dormir quelque part, être quelque part Mhm. et si on me draguait, j'ai accepté pour pouvoir me réveiller quelque part dans un lit Au ou chaud. voilà le lendemain. Et la drogue, ça arrivé à quel moment, à peu près? Au C'était début ou... ouais, c'était au début, c'est quand j'ai commencé à aller sur Pigalle Ok. pour Mais, supporter les nuits justement. mais la question est comment tu as accès
à la drogue et donc tu m'as dit cannabis, ensuite cocaïne. Si Ah, je mais ne- ça, c'est vraiment dans c'est la rue, courant, en fait. les gens viennent à toi, quoi. C'est comme ça que Mhm. ou c'est un ami qui t'a Surtout proposé. dans les bars à filles, en fait. Ok. Ça tourne pas mal. Et c'est comme ça que on t'a proposé ou on a mis dans ton verre? Parce que je sais qu'il y a des gens, on leur dit pas, on met dans leur verre et après ils deviennent accros. Hein. Une fois, justement, moi, tu parlais de sévices dans la rue. Une Mhm. fois, j'ai accepté de suivre quelqu'un pour une prestation, on va dire ça comme Mhm. ça. Et quand je suis arrivé chez lui, il m'a proposé un verre et très peu de temps après, je voyais ce qui se passait, mais j'étais incapable de réagir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait mis du GHB dans mon verre. Et il m'a. Toute la nuit, il m'a fait la misère. Il m'a fait la misère, il m'a fait la misère. Et moi, je pleurais, je pleurais, je pleurais, mais je pouvais rien faire. Je peux rien faire. Donc, oui, ça arrive fréquemment de se faire droguer à son insu pour pouvoir faire en sorte que les personnes puissent faire ce qu'ils ont à faire, quoi. Quand tu dis il t'a fait la misère, il t'a tapé, il t'a frappé aussi? Il m'a mis dans sa baignoire. Il m'a mis toute nuit dans sa baignoire. Il m'a fait prendre de la margarine qu'il a mis dans ma bouche. Il a mis de l'huile dans ma bouche. Il a mis du pastis dans ma bouche. Et il mettait son sexe dans ma bouche jusqu'à ce que je vomisse. Et plus je vomissais sur moi, et plus ça l'excitait. Et en fait, ce moment-là de ma vie, ça a été le moment où je me suis dit, Sarah, t'es pas venue au monde pour être une merde, en fait. T'es pas là pour être une merde, donc il faut vraiment que tu arrives à te sortir de là. Quand tu auras retrouvé ton corps et quand tu réussiras à marcher de nouveau, tu vas faire le nécessaire pour sortir de là, quoi. Et ça a été le moment où ma vie elle a basculé et je me suis mise en action pour que ça ne m'arrive plus jamais. Voilà. Je suis désolée, j'essaie de prendre sur moi, je suis désolée. Voilà. Je suis désolée, j'essaie de pouvoir poursuivre. Mais voilà, c'est des leçons de vie et voilà, encore une fois, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de reprendre mes études parce qu'il était hors de question que je me sente bête. J'ai repris le sport, au fur et à mesure, j'ai réussi à quitter une drogue après l'autre. Donc j'ai arrêté la cocaïne d'abord, après j'ai arrêté le cannabis, ça a pris quelques années. L'alcool, bon la cigarette, ça a pris un peu plus de temps. Je me suis battu pour trouver une école pour faire une licence. Donc j'ai pu faire une licence en marketing en alternance. Je suis sorti major de promotion de cette formation. Quelques années après, j'ai commencé à travailler. Il y a un cabinet de conseil qui m'a contacté. J'ai pu travailler pour un grand cabinet de conseil à Paris. Je suis tombé dans une société qui m'a permis de me payer mon master. Donc j'ai fait un master en communication, master en communication. Pareil, j'ai eu un très bon résultat en master. Et après, je me suis tellement donné parce que j'avais tellement de choses à me prouver que j'ai fait un burn-out parce que je travaillais énormément. Toujours sur Paris. Toujours sur Paris. Je faisais mon sport en même temps parce que j'avais vraiment besoin de me réapproprier mon corps aussi. Et quand j'ai fait le burn-out, je me suis dit, bon, maintenant c'est bon, je gagne autant que quand je vendais mon corps, donc j'en suis capable. J'ai maintenant un master dans la poche. Je viens d'où? C'est quoi mes origines? Qui je suis encore? Je ne suis pas encore tout à fait moi-même. Et là, j'ai décidé de revenir vivre sur la Guadeloupe. Donc, j'ai pris une année sabbatique. J'ai découvert mon île. Tu avais quel âge à peu près quand tu es revenu? J'avais 32 ans, si je dis pas de bêtises. T'appréhendais pas de revenir après tout ce qui t'est arrivé? Moi, je voulais quitter Paris, je voulais quitter la France vraiment, quoi. Je sentais que c'était le moment. En plus, vraiment spirituellement, je commençais vraiment à me connecter. Donc, vraiment, on me disait, pars, va en Guadeloupe, tu vas te trouver là-bas, quoi. Donc, quand je suis arrivé ici, je me suis consacré une année à découvrir mon île, découvrir la culture, à faire du sport. Et j'ai fait ma première compétition de bodybuilding en Guadeloupe. J'ai fait un podium tout de suite. Et après, dans la même année, je suis devenue championne de Guadeloupe, championne de France, vice-championne d'Europe, championne Caraïbes Amérique centrale. Et je suis devenue la première bodybuilder française féminine aux Antilles-Guyane. Et ça m'a tellement révélé à moi-même, ce sport, il m'a tellement révélé, il m'a tellement donné. Il m'a tellement permis de retrouver mes valeurs, ma confiance en moi, mon corps, mon physique, ma santé, que j'ai décidé de créer une fédération sportive, une association. Et avec mon compagnon de l'époque, on a créé l'association guadeloupéenne de bodybuilding et fitness. On a organisé des compétitions en Guadeloupe, on a organisé des compétitions en Guyane. Ça fait 10 ans qu'elle existe maintenant, cette association. On organise une compétition une fois par an. D'ailleurs, la prochaine, c'est au mois de juin cette année. Au mois de décembre, j'étais en Guyane pour organiser une compétition. Et maintenant, je crée des champions et je crée des championnes.
Voilà. Et ce sport permet de se révéler à soi-même, de retrouver un équilibre par rapport à sa relation avec son alimentation, parce qu'on est aussi dans un système qui nous pousse à la consommation Mhm. constamment. Mhm. Et ce que j'aime avec ce sport, c'est que il te permet vraiment d'avoir une autre approche, parce que l'alimentation fait partie intégrante de cette Mhm. discipline. Et ça te permet vraiment de voir l'alimentation comme une, une source de performance pour ton sport. Donc ça devient un outil pour pouvoir atteindre tes Mhm. objectifs. Mhm. Donc quand tu as une autre façon de voir l'alimentation, tu la gères mieux au quotidien. Tu gères mieux tes envies de sucre, tu gères mieux tes envies de gras, tu gères mieux le fait de savoir dire oui ou non, tu Mhm. vois. De pas juste te laisser guider par ta faim, quoi. Exactement. Et Mhm. vraiment, c'est fort, hein, c'est très très fort. Mais tout à l'heure, tu disais que tu prenais des hormones. Parce que tu sais, moi, j'ai entendu beaucoup de choses, hein, sur Mhm. le bodybuilding, c'est ça? Mhm. Et c'est légal de prendre des hormones? Absolument pas. C'est pas Je pensais que légal tu allais et dire oui. Quand tu as dit absolument, non, j'ai c'est cru que tu pas allais dire. légal. C'est pas légal et c'est un peu une grosse hypocrisie. Mais bon, moi, je baigne dedans, donc je suis OK avec ça. C'est pour ça que j'en parle aussi. C'est que j'en parle pas pour démocratiser ça. Tu vois, moi, j'ai eu à prendre une décision quand je suis passé professionnel. Franchement, je remercie Dieu parce que je suis passé professionnel. J'avais rien dans le sang. J'étais Mhm. Mhm. 100% naturel. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je me suis affilié à la zone Caraïbes et Amérique centrale. Parce que dans cette zone-là, on protège plus les athlètes. Mhm. On leur demande pas De se d'arriver, doper, quoi, voilà, pour pouvoir trop rapidement. atteindre leurs objectifs. Mais, encore une fois, et ça, je le répéterai constamment, le bodybuilding, c'est l'extrême de la musculation. Le Tour de la Guadeloupe, c'est l'extrême du cyclisme. Mhm. 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 C'est un sport d'extrême. Donc, les règles, ce ne sont pas nous, athlètes, qui les faisons. Mhm. Ce sont les fédérations qui sont là depuis des années et qui proposent certains critères. Mhm. Mhm. Moi, quand je suis passé pro, j'ai vu la taille des monstres de femmes dans ma catégorie. Je suis putain, waouh, j'ai dit, il y a un gap entre elle et moi. Donc, moi, j'ai conscience et on m'a expliqué, on m'a dit, écoute, de façon naturelle, ton maximum de potentiel de développement musculaire, c'est ça. Si tu veux aller plus loin et tu veux t'affronter contre les bœufs Mhm. professionnels, Mhm. il faut passer un cap. Donc là, c'est moi qui ai pris la décision de passer ce cap-là. Parce que j'avais déjà un passif, parce que de toute façon, moi, j'avais rien à perdre. Mhm. Mhm. Mais ce que j'explique aujourd'hui, c'est que le bodybuilding, les stéroïdes, il y a un vrai risque. Et malheureusement, c'est pas comme par exemple en Russie ou à Dubaï où il y a des médecins qui te Mhm. suivent Mhm. Mhm. ou Mhm. des fédérations qui te suivent pour Non, les pouvoir. gens prennent eux-mêmes, hein, Ils ça, je prennent crois. eux-mêmes. Oui. Et ce qui est compliqué maintenant, c'est que tu trouves tout et n'importe quoi sur Oui. Internet. Tu peux t'injecter de l'huile de soja, tu peux t'injecter Et du il y a des kérosène. filles qui se mettent des choses par l'anus pour avoir de grosses fesses, hein. Je pense que tu l'as déjà Ça perd les entendu. popettes. Donc, Ah ben oui, vous savez pas donc ça? Il faut aller sur les réseaux, ça te fait rire. Ben, je peux te dire qu'après, je serre bien les fesses là parce l'anus, que. il en Donc chou-fleur, voilà, hein. une bonne salade de légumes. Non, mais en fait, tu sais, on en rigole, mais Non, c'est chaud. pourquoi je te dis ça? Parce que, bon, après, moi, je trouve que c'est un sport qui est méconnu aussi, hein, je trouve. Hein. C'est ça. C'est pas assez, enfin, C'est ça. pas que c'est pas assez développé aux Antilles, mais on n'en parle pas beaucoup aux Antilles, hein, je Ben, pense. il y a toujours cette peur du dopage, mais enfin, Voilà. le dopage, il existe dans tous les sports. Même, tu sais, par exemple, moi, j'ai essayé de reprendre un petit peu le sport à la maison. Je suis pas encore à ton stade. Écoute, moi, j'ai encore des gros bras remplis de graisse, mais j'essaye de faire un petit peu de sport à la maison, tu vois. Et tu vois, sur les réseaux, il y a des coachs. Bon, tu connais les fameux coachs des réseaux Mm, qui te disent qu'il faut prendre de la créate, il faut prendre de la whey, mm. de la créatinine, c'est ça? De la Créatine, créatinine, ouais. de la créatine, pardon. De la whey. Et moi, je dis à mon mari, mais Doudou, mais c'est ça qu'il me faut. Parce qu'on m'a dit qu'il me faut ça. Et mon mari me dit, non, mais Doudou, ne prends pas ça parce que ça, c'est cancérigène. Bon, bon, il aime bien faire le scientifique. Hein. Ouais. Dans ma tête, il me dit, mais c'est pour Ouais, de ce qui est cancérigène, mais on ça va bouffe un plus peu, rien. On bouffe ça plus va un peu rien. loin, non, mais, Mais tu vois, des choses comme ça, par exemple, je sais pas si c'est vraiment indispensable quand tu veux prendre de la masse la, musculaire ou perdre. la vérité, c'est que déjà, il faut savoir, et tout le monde en a conscience maintenant, que ce qu'on mange maintenant, les valeurs nutritionnelles ne sont pas les mêmes qu'à l'époque. Ce qu'on Ça, c'est mange, clair. c'est beaucoup moins fort en valeurs Hum, 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 nutritionnelles. hum. Et après, les compléments alimentaires, ils ont été créés pour pouvoir déjà supplémenter ce qu'on mange Ton déjà. alimentation. Mais il faut déjà, enfin, de toute façon, le step numéro un, c'est que il faut que l'alimentation soit cadrée, calibrée. On peut pas estimer qu'on va avoir des résultats si la base n'est pas bonne.
On dit que ton alimentation soit ton premier médicament. Socrate a dit ça. C'est une réalité. Tu peux pas te dire, ah bah tiens, je vais performer dans un sport et ton alimentation, elle est naze. Tu peux pas mettre de l'essence frelatée dans ta voiture et demander de faire un Bastard Pointe-à-Pitre en toute sécurité, tu vois. clair. Donc déjà, se poser la question de est-ce que mon alimentation, elle est calée. Et après, les suppléments, c'est bien ça, ça supplémente ton alimentation. Ça a été mis au point aussi pour optimiser tes performances et pour aider aussi à avoir certains taux que tu n'aurais pas forcément dans l'alimentation. De la créatine, il y en a dans la viande rouge, mais la viande rouge à trop forte dose, ça peut acidifier ton corps et causer des douleurs au niveau des tendons. Donc c'est pareil, la protéine, il y en a dans l'alimentation, mais ça peut te coûter cher et ça peut être aussi un peu difficile de digérer 2 kilos de poulet par jour, tu vois. Donc ça sert à ça sert aussi à limiter les coûts. Si tu prends une scoop, donc une dosette de protéines dans de l'eau, ça va te coûter moins cher que si tu manges 300 grammes de poulet. Donc c'est ça a été mis en place pour ça. Il y a quand même des études, en fait, on critique beaucoup la France, mais la France par rapport à ces informations-là, on est quand même, c'est très réglementé. Je dis ça parce que j'étais en partenariat avec un laboratoire de compléments alimentaires qui est dans la région lyonnaise, et je ne vais pas citer son nom parce qu'on n'est pas là pour ça, mais j'ai eu la chance de visiter son laboratoire. Et le gars m'expliquait, le responsable m'expliquait qu'il n'y a pas une semaine où il n'y a pas au moins 5-6 contrôles qui sont faits. Mais ils sont obligés. Donc c'est comme super rassurant, c'est pas comme aux États-Unis. Les États-Unis, mais ils s'en foutent. De toute façon, tu vois, quand tu prends des compléments alimentaires américains, souvent c'est surdosé. Donc c'est tellement surdosé que l'organisme d'un Américain, il a du mal à assimiler et puis s'habitue. Il s'habitue de mauvaises choses. C'est pour ça qu'on voit des gars avec des parapluies. Mais même dans la viande. Moi, la première fois que je suis allé aux États-Unis, j'étais à New York, j'ai fait 10 jours. Hein. Et moi, j'adore la viande rouge. Donc, j'ai mangé du bœuf. Et je suis rentré. Mais mes potes, ils m'ont dit, mais attends, t'as pris de la masse. En fait, il y a tellement d'hormones dans la viande là-bas que je suis revenu, j'étais balèze. Je me suis dit, mais c'est normal qu'ils aient un step d'avance sur nous. Tout est sous hormones. En fait, la production est tellement importante, parce qu'il y a tellement de gens à nourrir là-bas que ils sont obligés. Oui. Ils n'ont pas le choix. Mais dans ton sport, parce qu'on sait que partout, dès qu'il y a compétition, il y a triche, il y a complot, il y a tout ce que tu veux. Est-ce que tu as déjà eu des gens qui ont triché dans ton sport? C'est-à-dire que quand tu organises des choses, est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de t'empêcher de gagner ou de te mettre des bâtons dans les roues, tout simplement, tu vois? Aux Antilles, ou peut-être même ailleurs. Ce qui m'est arrivé en Guadeloupe, et ça m'a beaucoup blessé, c'est que quand j'ai fait championnat de France et championnat d'Europe, j'ai fait appel à un coach qui était à Paris, donc pour me préparer. Et il m'a demandé de prendre un petit cachet une fois par semaine jusqu'au jour de la compétition, parce qu'il ne voulait pas que j'ai mes règles pour le jour de la compétition, parce que quand on a nos règles, nous les femmes, on fait de la rétention d'eau. Donc pour optimiser la qualité des stries, des muscles sur les cuisses, il m'a proposé de faire ça. Et je lui dis, mais t'es sûr que c'est autorisé? Parce qu'en fait, je sais que c'est une fédération entre guillemets naturelle, et je sais pas si c'est OK. Il dit, non, mais non, t'inquiète pas, le mec, il a 60 ans, donc pour moi, il gère, tu vois. Il dit, non, t'inquiète pas, de toute façon, c'est juste un cachet par jour, c'est pas une picouse, c'est rien du tout, donc tu peux prendre. Donc je l'ai écouté, et donc j'ai pris son... En fait, c'est comme une pilule. Donc j'ai pris la pilule pendant 5 jours. Pendant 5 jours, et donc j'ai fait la compétition. Et donc le jour du championnat de France, je crois, on m'a fait un contrôle. Donc on m'a fait uriner dans un pot. Et donc après, j'ai fait mon truc. J'ai fait le championnat de France, championnat d'Europe. Et je me préparais. Ensuite, je suis revenu. Je crois que c'était au mois d'avril. Non, c'était au mois de juin, pardon. Juin, juillet, août, septembre est passé. Au mois d'octobre, donc peut-être 5 ou 6 jours avant que je parte à Saint-Martin pour une compétition, je suis devant mon écran comme ça, et je vois, et je suis sur une autre chaîne que Guadeloupe, la première, et j'ai mon coach qui était en Guadeloupe, mon nouveau coach qui était en Guadeloupe, qui m'appelle, qui me dit, Sarah, mets Guadeloupe la première, vite, dépêche-toi. Donc je change de chaîne, je mets sur Guadeloupe la première, et là je vois un sujet sur moi. Sarah Haute-Salbo, bodybuilder guadeloupéenne, a été contrôlée positif. C'est une athlète dopée. On va lui retirer son titre de championne. Nanana. J'ai fait, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Je dis, pourquoi les gens sont méchants comme ça? J'ai commencé à pleurer. Et j'ai pleuré dans ma vie, moi. Je commence à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et je fais, mais d'où ça vient et tout. Et en fait, alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais je raconte cette version-là quand même. Il y a l'athlète qui était championne du monde plusieurs fois
dans cette catégorie-là que j'ai gagné, qui apparemment qui était bonne amie avec un journaliste de Guadeloupe la Première et qui apparemment lui aurait donné l'information. Donc c'est cette personne que j'ai gagnée qui aurait donné l'information. Mais comment elle a su ça? Enfin, dans les gens qui vérifient, qui font les prélèvements, non, mais ça, c'est pas compliqué. Ça. Ah ouais? Non, c'est pas Mais compliqué. donc, au final, ton coach, il a fait volontairement, en connaissance de cause, en sachant que ça allait te disqualifier? Non, Ou je pense vraiment, non. c'était maladroit? Ouais, c'était maladroit. Okay. D'ailleurs, je lui ai dit après, je lui ai même demandé de faire un courrier parce que moi, j'étais pour rien, tu vois. Et il a fait un courrier pour s'excuser auprès de la fédération et tout ça. Mais la compétition que je préparais, donc une semaine après à Saint-Martin, c'était pas la même fédération. C'était une fédération qui était plus importante au niveau mondial. Ouais. Donc, quand ça m'est arrivé, en plus, entre-temps, 2 jours après, je crois que j'ai reçu un courrier. Dans le courrier de la fédération naturelle, ils expliquaient... En fait, il y avait plein de fautes d'orthographe, donc on ne savait pas si j'étais fautive ou pas fautive. Donc, j'appelle le président de la fédération de Saint-Martin. Je dis, écoute, président, moi, je suis en préparation depuis le mois de juin pour ta compétition. J'ai vraiment envie de la faire. Et lui me dit, écoute, je ne sais pas, moi, je ne sais pas quoi faire et tout. Donc, moi, j'avais déjà mon billet. Donc, je dis, écoute, je vais jusqu'à la fin de la préparation, j'y vais. Donc, je prends mon billet pour Saint-Martin. J'arrive à Saint-Martin, je vais directement chez lui, chez le président. Je dis, président, regarde comment je suis épuisé, je veux vraiment faire ta compétition, s'il te plaît. Il me dit, écoute, tu es là, vas-y, viens, on fait la compétition. Et en fait, c'est ça que je dis que la 2 est puissant. Quand je suis arrivé à la compétition, en fait, j'ai gagné ma catégorie, j'ai gagné de toute catégorie et je suis passé professionnel. C'est là que tu es passé professionnel. C'est là que je suis passé professionnel. Et en fait, je suis passé au-dessus du niveau de la personne qui a fait ça. Qui a fait ça. Et à partir de ce moment-là, alors vraiment, lui là, je suis revenu en Guadeloupe et j'ai reçu un appel de Guadeloupe la Première du responsable de... Qui avait fait Non, justement, non. Lui, c'était pas un journaliste, c'était le responsable de la programmation, un truc comme ça. Donc il se présente, bonjour, nanana, je vous contacte parce que... Je dis, mais attends, vous me contactez par rapport à ce qui se passe. Parce que moi, j'ai demandé un droit de réponse pour ce que vous m'avez fait là sur... Il dit, écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne suis pas au courant, je vous appelle parce que je vais vous proposer une émission. Je quoi? C'est pas vrai. Il n'était pas au courant du tout, c'est vrai, il n'était pas au courant. Donc en fait, pendant 2 ans, j'ai eu une émission de fitness sur Guadeloupe. Je savais pas. Carré Fit Dance. Ouais, ma vie, c'est un film. C'est pas les gens qui dansaient sur une île, oui. sous Trace FM. Non, c'est pas ça. C'est pas Trace, mais c'était ça. On dansait, moi je faisais du renforcement. Avec Pearl Lama. Non, c'était autre chose. Non, c'était avec Steve Segor. Excusez-moi. Non, c'était avant. Ah, ok, c'était d'accord. le petit frère de ça. Ok. Donc j'ai eu mon émission pendant 2 ans et après ce sport m'a tellement changé la vie que j'ai décidé justement de créer la fédération entre-temps, j'ai organisé des compétitions, j'ai passé ma validation des acquis d'expérience pour devenir coach sportif et après voilà, depuis c'est mon métier et puis j'accompagne des gens dans leurs objectifs de vie quoi. Et comment faut faire si on veut devenir bodybuilder? Faut te contacter, il faut me contacter. Là, je fais encore une réunion prochainement pour expliquer des critères et tout ça, des catégories. Et après, c'est de se pairer, c'est de se faire accompagner d'un coach, d'un préparateur qui connaît les critères pour pouvoir t'accompagner jusqu'au jour de la compétition, quoi. Mais du coup, si on veut atteindre tes objectifs ou les objectifs ça dépend de la catégorie du coup, est-ce qu'il faut forcément, on revient sur le sujet, se doper? Non, c'est pas nécessaire. On est d'accord, c'est pas la peine. Il y a des catégories qui sont vraiment très légères. La catégorie bikini, toi, tu as un physique de ce qu'on appelle wellness. Donc, c'est plutôt les corps un peu brésiliens avec des choux-fleurs. Tu parles de moi là? Oui. Tu es malade, t'as vu la graisse que j'ai? Ça s'enlève, ça. Oh. Tu sais, moi, non, j'ai pas la force. Ma base, c'est toi. À la base, mon corps, c'est toi. C'est pas vrai. Bon, après, je te demande pas de. Tu vois, non, ça a été un concours de circonstances. C'est devenu ma carapace. Mais à la base, j'ai un morphotype comme le tien. C'est vrai? Ouais. Moi, j'essaie de me débarrasser de mes ailes, mais j'arrive pas, j'ai du mal. Je lève des poings pourtant. Aïe, regarde ça. Mais bon, ça va venir. Non, mais après, tu sais, je pense que c'est aussi en fonction des goûts de tout un chacun. Moi, franchement, je ne me verrais pas être musclé. Mais c'est ça, vois? Exactement. Mais ça dépend. Tu vois, je me vois bien faire du sport, mais comme ce que je fais, tu vois, parce que je trouve que malgré tout, le sport, au niveau de la santé mentale, c'est quelque chose d'incroyable. Les gens ne se rendent pas compte. Ça sauve des vies, c'est ça la vérité. Tu vis des moments difficiles. Absolument. Tu passes des périodes compliquées. Moi, avant, je te parle franchement, jusqu'à maintenant, j'aime bouffer. C'est pas manger, j'aime bouffer, manger comme ça, là, tu vois. Mais je me suis rendu compte que
ça me rendait pas service, en fait, tu vois. Tu manges tes émotions, mais ça te rend pas C'est service. ça. Et quand j'ai repris le sport, là, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines. Bon, je te dis pas que je vais continuer toute ma vie. Mais tu vois, je sens la différence. Quand j'ai fini ma séance, Ça je régule. suis bien. Mhm. Et pourtant, je fais peut-être pas autant de sport que toi. Mais je trouve que ça aide. Mhm. Mais je me Même au vois plus niveau aller à la hormonal. salle. Au niveau hormonal, mais c'est ça. En fait, la chance qu'on a, et en plus en Guadeloupe, franchement, il y a beaucoup de choses à faire. Mhm. Le tout, c'est pas se dire, ouais, je vais à la salle. Le tout, c'est trouver une activité qui nous correspond, C'est quoi. ça. Et adapté à toi, Et à adapter soi. à soi, voilà, à notre état d'esprit, à ce qu'on aime et tout ça, aux personnes que l'on apprécie aussi. Mm. Encore une fois, on est né pour bouger. On n'est pas né pour être C'est immobile. ça. Quand on est enfant, on court partout. Les enfants sont heureux. Il y a une raison à ça, tu vois. Plus en 2026, les enfants sont derrière leurs écrans. Ouais, mais ça, c'est la Mais faute bon, à qui? ça, c'est encore Je une veux autre pas parenthèse. machin. Non, Ouais, ça, je suis encore pas maman, donc. c'est encore... Non, tu as le droit de parler, tu étais enfant, n'est-ce pas? On a connu, et on n'est peut-être pas de la même génération, mais on a connu, excuse-moi, moi, quand j'étais C'était pas petite, pareil. Hein. je faisais à manger dans de la boue, dans le jardin, je préparais des préparations à base de boue et d'eau et de brindilles. Mhm. J'étais pas derrière un ça. Roblox, Moi, ok? je montais dans les arbres. moi. Avec plein de pédos derrière le Roblox. Bref, C'est alors, ça, on va putain, poursuivre quelle le horreur. sujet, parce que c'est pas le sujet, on reviendra sur votre Quelle sujet. horreur. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment ça, c'est trouver une activité, pas forcément de la muscu, mais une activité physique qui t'aide justement à couper, Mhm. je dirais, de ton C'est ça, quotidien exactement. et adapté à toi, qui te permet vraiment de souffler, en fait, de t'apporter cette fatigue, cette bonne en fait, moi, c'est Exactement. une sorte de bonne fatigue C'est que ça. j'ai après le sport qui Mm. fait que... Et d'ailleurs, je vais t'envoyer un petit message parce qu'il faut que tu me donnes les compléments, la ref de tes compléments pour pouvoir D'accord. sécher un petit peu. Mais ça, on en discutera en off. En aparté. En aparté. Non, mais ça m'a fait plaisir, franchement. Du coup, par rapport à tout ce que tu viens de me raconter, à ton passé, à ce que tu as vécu, les agressions, etc., et le sport que tu pratiques aujourd'hui, est-ce que tu arrives à faire le lien entre les deux? Oui, à plusieurs niveaux. Parce qu'effectivement, avant le bodybuilding, j'ai fait de la boxe taille. J'aurais pu rester effectivement sur la boxe taille. Mais ça a été aussi un concours de circonstances. Déjà, la rencontre avec ce fameux bodybuilder, parce que vraiment, il incarnait cette force, cette sécurité que je recherchais à tout prix. J'avais vraiment besoin de me sentir en sécurité. Donc son corps, vraiment, ça représentait la carapace, l'armure. J'avais besoin d'une armure. La deuxième chose, c'est que au fur et à mesure que j'entrais dans ce sport-là, déjà, je voyais mon corps changer. Donc, il y avait une appréciation différente de ma personne. Et à l'époque, avec toutes ces difficultés, j'avais développé un trouble compulsif de l'alimentation. J'étais boulimique, je me faisais rendre. Je me faisais rendre. Donc, je voyais qu'au fur et à mesure que j'avançais dans ces disciplines-là, j'avais une autre relation à l'alimentation. Donc, j'ai arrêté de me faire vomir et j'avais une relation plus saine à l'alimentation. Donc, vraiment, c'est tous ces aspects qui m'ont permis de... C'est comme tout à l'heure, tu disais, ouais, que toi, tu ne te vois pas plus musclé. Moi, à l'époque, j'aurais jamais imaginé devenir comme ça, quoi. Oui, c'est au fur et à mesure. C'est ça, exactement. C'est que, en fait, mon corps est devenu un moyen de me challenger et d'aller vers un objectif, d'aller vers une discipline. Donc, c'est pour ça que je peux pas ne pas m'apprécier. C'est-à-dire que je ne corresponds pas à l'idéal féminin qu'on se fait de quelqu'un, mais... Tu te plais à toi, c'est le principal. Je me plais parce que je sais ce que ça représente, en fait. Je sais les sacrifices. Voilà, je sais ce que ces muscles m'ont apporté dans la vie. Et je sais ce que je suis capable de transmettre aujourd'hui. Donc, moi, je suis la première, parce que du coup, j'apprécie autant les messieurs que les mesdames. Je sais que moi, par exemple, je trouve... très jolie une femme qui est sportive, mais aussi une femme qui a des rondeurs. Parce que peut-être qu'aussi je ne m'attarde pas forcément sur le physique. J'essaie de voir au-delà, c'est important. Mais je comprends qu'il y ait des hommes qui se disent moi, une femme, c'est comme ça, il faut qu'elle soit comme ça. Parce que on est humain, on a le droit d'avoir des goûts. Mais voilà, c'est juste, j'ai des muscles, foutez-moi la paix. Voilà, je sais pourquoi ils sont là. Je ça. sais, par exemple, pour moi, point, quoi. Il n'y a pas de débat, en fait. Je voudrais qu'il n'y ait pas de débat sur ma personne parce que il n'y a pas besoin. Non, mais j'ai envie de te dire, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux. Moi, j'estime que le plus important, c'est de se plaire à soi, en fait. Les gens, on s'en fiche, en fait. Mais par rapport à tout ce que tu as vécu, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton actualité? Est-ce que tu as d'autres projets en cours? Est-ce que tu prévois certaines choses? Il faut nous donner des actualités. Tu vois, le tips, tu vois, ça va. Alors, l'actualité. Je suis sur l'écriture de mon livre qui sortira en mois d'octobre.
Il faut nous donner, dès que ça sort, tu nous envoies le lien pour commander en partage sur nos réseaux. C'est gentil, merci beaucoup. C'est normal. Donc, je suis sur la fin de l'écriture de ce livre. Je suis toujours sur l'organisation des compétitions. C'est très Mhm. important pour moi. Mhm. J'aime aussi beaucoup travailler avec les entreprises parce que Mhm. j'essaie vraiment de faire du sport vraiment qui soutient, du Mhm. sport qui soutient, du sport qui fédère. Mhm. Je ne me considère pas seulement comme une coach Mhm. sportif. Mhm. Moi, dans ma vie professionnelle, je suis entre guillemets coach de famille. Mhm. Donc, je m'occupe une famille après l'autre. Donc, je m'occupe d'une famille à part entière. Je m'occupe de leurs courses, de leur alimentation, de leur coaching sportif, de leur récupération. Donc, c'est Je ça, savais moi. pas. Voilà, Tu fais les repas avec eux voilà, ou... je fais Ok, tout. d'accord. Je fais tout. Je m'occupe de 3, 6 mois, 1 an. Mhm. Et après, je passe à une autre famille. Donc, ça, c'est mon corps de métier. Après, Je vais t'appeler. Non, je vais vraiment t'appeler parce qu'il faut que tu trouves une solution pour moi. Mais bon, encore une fois, on en rediscutera par la suite. Allez. Et après, je travaille beaucoup avec les entreprises aussi. Donc, je fais des team building, des workshops d'entreprise. C'est quoi ça? Les team building, ce sont des manifestations qui permettent de travailler sur la notion d'équipe, De sur la notion cohésion. de Ok, cohésion. ok. Mhm. Voilà. Donc, ça dépend des thématiques. Ça peut être retravailler les valeurs de la structure. Donc, Mhm. on travaille. Ça peut être un team building qui est axé sport, art, Mhm. sport, cuisine. Donc, ça peut être un défi culinaire avec des repas healthy à Mhm. présenter en équipe. Mhm. Ça peut être sport, expression vocale, sport, humour. Donc, voilà, C'est toutes bien ces ça. déclinaisons qui existent et que je peux proposer aux entreprises. Donc voilà, j'essaie vraiment de proposer du sport, mais à forte valeur ajoutée, pour qu'on puisse justement retravailler cette notion d'être ensemble. Je pense que là, dans cette saison, dans cette ère de vie en 2026, c'est important ce être ensemble. Mhm. Parce qu'on est dans un monde de communication, mais plus on communique et moins on est ensemble, moins on se comprend. Donc c'est vraiment de remettre du sens dans tout ça, de remettre du sens et du love dans tout ça, quoi. Et par rapport à tout ce que tu viens de me dire et tout ce que tu as vécu, du coup, comment tu te sens aujourd'hui? Comment... Voilà, est-ce que tu es heureuse? Comment va la nouvelle toi? Je suis pleinement heureuse. Je suis vraiment pleinement heureuse. Euh, En fait, je viens d'ouvrir un autre Instagram parce que j'avais un Instagram où on voit plus dans la vie d'une coach qui Mm. plaisante et tout ça, Mm. parce que vraiment, ça fait partie de mon identité. J'adore rire. Vraiment, pour Mhm. moi, le rire, c'est une thérapie. C'est incroyable à quel point j'aime rire. Et je fais vraiment des réels avec des gens parce que ce sont des moments qu'on partage ensemble et on rigole ensemble. Mhm. Et après, j'envoie ça sur Instagram et les gens, ils rigolent s'ils veulent, tu vois. Mhm. Et j'ai créé un deuxième Instagram parce que cette année, je me suis rendu compte que j'étais pluriel et que j'avais le droit d'être pluriel. Mhm. Déjà, dans mes compétences professionnelles, je suis communicante, je suis sportif, je fais de l'organisation d'événements. Mhm. Donc, avant, c'était plus stigmatisé d'être pluricompétence. Mhm. C'était pas bien vu, il fallait que tu sois compétent dans un seul domaine parce qu'il fallait que tu sois expert. Maintenant, c'est un peu plus démocratisé. C'est recherché. C'est recherché Mhm. et ça fait longtemps que j'ai plus honte de ça, mais je m'assume. Et pareil, au niveau de ma personnalité, je suis aussi cette personne qui aime rire, mais je suis aussi cette personne qui aime faire des choses sérieuses, qui aime faire des choses pour construire et qui aime faire des choses pour faire avancer les choses. Donc, je me complète maintenant complètement et j'ai réussi à assembler le tout. Et je parlais de mon âme qui s'était dissociée de moi et qui était Mhm. revenue brisée. Là, c'est pareil, je sens que ça va beaucoup mieux, que c'est pas complètement soudé, mais on va dire que 80% de mon âme va beaucoup mieux et ensemble. Là, je pense que le dernier chapitre sur lequel je dois vraiment travailler, c'est la partie relation amoureuse, parce que du coup, j'ai tellement passé du temps seul dans ma vie que Tu es habitué à être seul. je suis habitué à être seul. Donc, c'est pas une nouvelle chose parce que ça veut dire que je suis bien avec moi et j'ai besoin d'être avec moi. En plus, je suis HPE, donc je peux te dire que j'assimile pas mal de choses. Mais je sais qu'au jour d'aujourd'hui que je ne peux pas vivre sans un homme. Ça, c'est. Voilà. Donc, déjà, en termes d'identité sexuelle, je sais où j'en suis. Mhm. C'est maintenant de trouver les meilleurs compromis pour pouvoir, moi, être pleinement dans une relation et que la personne puisse aussi trouver son compte. Mais bon, il y a un petit crush en ce moment là, ça a l'air Ah d'être bon? pas mal, donc Tu nous donneras un petit update par la suite pour nous dire comment ça s'est passé. put a ring on it. Peut-être qu'on va le recevoir. Et que... Tu es fiancé? Non, Ah, non, j'ai non, cru que non. tu Non, 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 non. c'était ça. Non, mais peut-être monsieur. Il faut vous décider. En tout cas, franchement, j'étais vraiment ravie de t'avoir. Je sais pas si tu as remarqué à plusieurs reprises, j'ai failli pleurer, mais je me suis dit, Aurélie, T'es on forte. n'est pas là pour Je suis pleurer. fier On de est là pour la laisser s'exprimer. C'est elle
doit être mise en lumière aujourd'hui. Donc tes larmes, tu les... C'est vraiment comme ça, dans mon estomac. Inspiration. Non, mais ça m'a fait plaisir parce que tu sais, beaucoup de femmes ont vécu des agressions sexuelles, ont vécu des viols, mais tu sais, c'est très peu ont la force d'en reparler comme toi aujourd'hui, tu vois. Très peu ont la force et le courage de pouvoir témoigner parce que ton histoire n'est pas anodine. Tu as vécu pas mal de choses. Beaucoup de gens que tu connais peut-être vont voir, vont apprendre peut-être certaines choses, tu vois. Et je te remercie pour ça parce que, et je disais ça sur certains de mes lives, j'expliquais aux filles qui me suivent que ce sont des sujets que je veux absolument aborder parce que beaucoup de femmes vivent ce genre de choses, mais le gardent pour elles. Et le problème, c'est que C'est ça quand qui on détruit. garde ce genre de choses cachées, quand on ne libère pas la parole, ça fait que, selon moi, hein, tu te fais agresser plusieurs fois. Absolument. Tu vois? Parce qu'au final, la personne, elle t'a agressé, Et elle te quitte pas. elle te quitte pas, et tu peux même pas dénoncer ça. La personne, elle est en liberté, elle peut même Exactement. recommencer. Et au final, toi, tu es emprisonné dans quelque chose où tu n'arrives plus à avancer, tu Absolument. n'arrives plus à dormir, tu n'arrives plus à penser. Et au final, c'est toi qui tombes malade, la personne, elle continue à faire ses affaires tranquillement, tu vois. C'est clair. Donc, franchement, merci. J'espère que les filles, les jeunes filles ou les jeunes femmes qui vont écouter ce podcast vont vraiment prendre conscience que libérer la parole, c'est quelque chose de... Et si je peux dire quelque chose sans vouloir te couper, c'est vas-y. aussi que les parents soient vraiment très vigilants C'est ça. à garder cette communication saine avec leurs enfants, avec leurs filles, avec leurs garçons, que l'enfant puisse savoir qu'il peut s'exprimer sans être jugé, C'est ça. parce que ça peut avoir des conséquences catastrophiques C'est sur vrai. son évolution, quoi. Vraiment. C'est vrai. Que vraiment les parents puissent prendre le temps de discuter avec leur enfant. Parce que tu sais, j'ai l'impression qu'en 2026, comme on le disait tout à l'heure, on a fait une petite aparté et tout par rapport à ça, les réseaux sociaux, mais les enfants sont tellement derrière les écrans qu'il n'y a plus de communication dans les foyers. Hein. Il n'y a plus de communication qui fait que s'il y a quelque chose qui se passe, les parents, ils sont pas au courant. C'est ça. Tu vois? Donc vraiment, prenez le temps de discuter avec vos parents ou trouvez quelqu'un, confidente, avec qui vous pouvez discuter et n'ayez pas honte. Il faut que la peur change de camp. Absolument. N'ayez pas honte de dire les choses et de libérer la parole. En tout cas, merci. Merci pour ta présence. Je suis tellement fière de moi là. Je me dis, j'ai tenu bon. Mais toi-même, tu sais, et c'est là où on se rend compte que tu as vraiment pris du recul sur la situation parce que je sais pas, aujourd'hui, on sent que tu es libéré. Je suis libéré. Tu vois? Quand prends on arrive à en vraiment parler soin de ça. librement comme ça, c'est qu'on est vraiment libéré, que tu as réussi à justement à passer entre guillemets à autre chose. Et c'est aussi ce que je voulais montrer aux filles qui nous suivent aujourd'hui, même aux hommes, qu'il y a un après. Tu vois ce que je veux te dire? La vie ne s'arrête pas. Il s'est passé ce qui s'est passé, mais il faut qu'on continue de se battre pour pouvoir ne pas laisser ces personnes-là gagner. Tu vois? Exactement. En tout cas, merci à toi. Merci à mon collaborateur qui est là, quand vous ne voyez pas, mais vous savez très bien qu'il est là. Il est toujours là. De toute façon, des fois, on l'entend dans les backstage. Mais bon, bref, les rires ou les réactions. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Merci encore une fois à Caribcom Studio de nous avoir invités, de collaborer avec nous sur ce projet. C'est super important. N'oubliez pas que vous pouvez réserver vos sessions de studio pour vos podcasts, vos vidéos, qu'en sais-je. Vous êtes créatif. Vous réservez, on vous met le lien en description et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. Et surtout, vous lâchez un commentaire, s'il vous plaît, sous la vidéo. Vous likez et vous vous abonnez, vous activez la cloche pour le prochain épisode. Hein. Je dis ça, hein? OK? À la prochaine, on fait de gros bisous. On leur fait un petit au revoir. Bisous. À la prochaine, gros bisous.